le concert va commencer. Merci d'être là pour cette conférence sur le nouvel essor. C'est comme ça qu'on l'appelle, le nouvel essor du cacao. C'est ce qui est écrit sur le panneau. Ouais. Ah ah. La nouvelle histoire du cacao. Essor. Essor. On a envie de vous proposer déjà de prendre juste un petit temps, juste pour créer un petit espace intérieur, se connecter à cet espace tous ensemble, à fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Bienvenue à tous. Donc cet après-midi, on a envie d'ouvrir un espace pour parler du cacao, qui est une plante qui nous accompagne énormément dans notre vie, qui est une plante que tout le monde connaît, tout le monde a déjà mangé du chocolat, et que beaucoup d'entre nous redécouvrons aujourd'hui, depuis quelques années, comme une plante sacrée. Comme une plante qui est de plus en plus proposée dans des espaces alternatifs, par exemple des festivals, mais aussi des espaces thérapeutiques ou des espaces de célébration. Et c'est une plante qui a énormément d'histoire, qui vient de temps immémorial, qui a aussi énormément d'histoire dans le sens de mythes, de narration, de récits qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, on a envie de parler de tout ça, de voir en fait c'est quoi le cacao, pourquoi beaucoup de gens parlent de plus en plus de cacao médicinal, de cérémonie de cacao, etc. D'où ça vient et à quel besoin ça vient répondre et qu'est-ce que ça vient apporter en fait aujourd'hui. Donc voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Et pour commencer cet espace, on aimerait vous inviter à partager avec nous depuis votre spontanéité, qu'est-ce qui vient à vous, à votre mental, à vos pensées lorsque l'on parle de cacao. Ouverture du cœur. Enfance. Vision intérieure. Douceur, ouais. Lumière divine intérieure. Réconfort.
en train de recruter plein d'enfants pour devenir ambassadeurs de cette nouvelle ère. Partout dans le monde, qui est en quête de ces nouveaux ambassadeurs. J'aime bien. Et dépasser ses peurs irrationnelles. Se libérer du poids des vies antérieures pour avancer vers le futur. Connexion, reliance, intimité, vulnérabilité. Lien avec l'univers. Tisser des liens. C'est toile d'araignée quoi. Pour connecter tout le monde ensemble autour de la Terre. Les nouveaux rituels, les nouveaux cercles, le retour du sacré pour tous. De façon simple et accessible. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous traversent? Miam miam. Miam. Hein? Bah, après, c'est très personnel, mais il y a un côté énigme parce que j'en ai fait plein des cérémonies cacao, mais ça m'a jamais senti d'effet direct, en tout cas conscient. J'ai fait plein. Et Ouais, c'est des frères au bec. je le prends volontiers, quoi, mais j'imagine que je sais que ça fait forcément des choses, parce que ça a plein de vertus. Mais voilà, il y a un côté un peu énigme. Bah, aujourd'hui, t'es là pour avoir les réponses. Voilà, tout va s'éclairer aujourd'hui. Yes. Énigme. Et ben, on a notre plan détaillé de l'après-midi. Yes. Voilà. Bon, la conférence est terminée, merci beaucoup. Au contraire, tout ne fait que commencer. Préparez-vous. Yes, trop bien. Oh, merci, c'est très beau d'avoir vos partages. Ça nous permet aussi de sentir comment ça résonne pour vous aujourd'hui. Et je pense que dans l'espace selon lequel on pose cette question, on peut avoir des réponses assez différentes. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ce qui est vivant pour vous. Nous, on va pouvoir aller dans ces directions-là, justement, pour venir répondre à ces petites clés-là, ces petits boutons d'activation pour nos propos. Eh bien, est-ce que tu as envie de partager en un mot ce que le cacao représente pour toi? En un ou deux mots, mais concis. L'amour. L'amour. La guérison. L'espace de empowerment. Vraiment le fait de pouvoir avoir un soutien, une alliée qui soutient et qui accompagne. Dans un très large spectre, une amie. Communauté, forêt tropicale, partage, ressentir profondément. Et gratitude. Ok. Bon, là. Johan, qui es-tu? Qui suis-je? Oh, voilà une bonne question. Voyez-vous, je m'appelle Johan Dejora. Et je suis chocolatologue. Oh, et ouais. Je suis un grand amoureux du cacao et des forêts tropicales. Un grand amoureux des écosystèmes très diversifiés sur cette terre et des gardiens des sagesses un peu partout autour du monde qui ont su conserver au mieux leur terre. Et j'ai été amené à rencontrer le cacao à travers beaucoup de synchronicités dans ma vie.
Et ces synchronicités ont fait que pour moi de cheminer avec le cacao comme vraiment une grande évidence. Ça fait à peu près 5-6 ans que je marche avec cette plante, pas juste comme une plante que j'étudie ou que j'observe, mais vraiment une plante avec laquelle je chemine, une alliée, une amie, une guide aussi. Et après avoir beaucoup partagé de cacao, rencontré cette plante dans des espaces intimes et dans des espaces de communauté, j'ai aussi monté un projet de thèse. Donc je suis actuellement en train de réaliser ma thèse en anthropologie sur les dynamiques culturelles autour du cacao en Amérique centrale, entre Costa Rica et Guatemala essentiellement, sur notamment toute cette rencontre entre les traditions ancestrales indigènes associées au cacao et ces besoins modernes de réponse dans un contexte de crise écologique et de crise spirituelle à des plantes qui sont des médecines ancestrales, des médecines simples d'accès qui viennent reconnecter à des parts profondes en nous. Du coup, j'étudie ce qui se passe dans cette rencontre de ces différents mondes, les nouvelles cultures, les nouvelles pratiques, les nouveaux rituels, les nouveaux circuits commerciaux qui s'ouvrent. Donc ça, c'est mon travail intellectuel. Et je partage aussi cette plante dans le cercle de conscience, de reliance, d'intelligence du cœur, d'intelligence cellulaire. Et dans des événements comme celui-ci, on en dira un petit mot ensemble. Mais pour bien en parler, je pense qu'il serait important de savoir qui es-tu, Abayan? Eh bien, moi je m'appelle Abayan, alchimiste du cœur. Je fais de la thérapie alternative qui est venue en vrai d'un changement de vie et de ce voyage en Amérique latine qui m'a vraiment ouvert l'espace de conscience et de rencontres avec différentes médecines jusqu'à ce que le cacao vienne profondément toucher mon cœur et que cette alchimie se crée ensemble. Et après plusieurs années de cheminement avec cette médecine, j'ai reçu cette bénédiction de venir partager cette médecine sur des terres qui auraient beaucoup plus besoin que celles où ça m'a été transmis. Et du coup, me voilà pour venir transmettre cette médecine, faire le pont un peu entre l'Occident et les terres racines où ces plantes sont partagées, et de redonner un petit peu de place à cette médecine pour ce qu'elle est initialement, et pas pour ce qu'on en a fait. Voilà, c'est de ramener un petit peu cette conscience sur notre capacité à venir un peu créer de la distorsion sur ces plantes, sur ce qu'on utilise sans conscience, et de remettre un petit peu de conscience justement dans tout ça. Pourquoi sommes-nous ensemble? Nous sommes ensemble parce que ça fait pas loin de 8-9 ans qu'on se connaît, et que notre premier voyage en Amérique latine a été commun. Et au travers du Panama et de la Colombie, c'est là qu'on a reçu un peu nos premières, à mon sens, réelles connexions avec le cacao et ses premières histoires, ses premiers contes. Et à la suite de ça, tout un cheminement auprès du Guatemala qui est venu à moi, puis à Johan, et voilà, on a ces mêmes racines qui sont venues à nous et qui nous ont appelés fortement, et qui nous ont donné envie de co-créer et d'allier nos magies, nos savoirs, et de partager dans un projet beaucoup plus concret aujourd'hui qui s'appelle le Cacao Merkaba, dont on parlera un petit peu plus tard, je pense. Si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, je veux dire juste un petit mot qu'on a eu cette chance et aussi cet appel tous les deux. Comme beaucoup, hein, on parlait de Mama Cacao qui vient rassembler ses petits-enfants pour le nouveau monde, Ouais, tout à j'ai l'heure. bien aimé ça. Ouais. Et c'est vrai que en fait, ça résonne avec beaucoup d'entre nous. Et c'est intéressant parce qu'on est beaucoup à avoir eu un appel très profond et très intime
qui finalement est aussi très collectif. Et je pense qu'Abayan et moi, on a reçu ce même appel d'amener cette plante qui nous a tant touchés dans d'autres espaces lointains et de la partager à notre communauté française. Dans des espaces où parfois c'était pas évident, on sentait qu'amener la spiritualité ou des connexions simples, sans substance qui modifient fortement la conscience, c'était challengeant. Et qu'en même temps, c'était infiniment magique ce qui s'y passait. Parce qu'au-delà de l'entendement, il y avait quelque chose qui se passait dans ces espaces. Du coup, on a tous les deux partagé des espaces de manière personnelle et aussi de manière commune. Plusieurs cérémonies qu'on a fait dans nos communautés, dans des événements. Et puis on a eu en continuant l'envie de pouvoir partager un bar à cacao. Donc avec beaucoup de réflexions aussi autour de ce projet dont effectivement on va reparler un peu plus tard. Mais l'idée étant de pouvoir revaloriser le cacao dans la forme sous laquelle il a été consommé durant le plus longtemps, c'est-à-dire la boisson. Donc toute sa place dans un bar. Même si traditionnellement c'est plutôt des cercles, etc. L'envie aussi de pouvoir le proposer dans une manière plus décontractée. Plus voilà, j'ai envie d'un cacao. Et de pouvoir partager ça dans des événements pour proposer aussi une excellente nourriture pour notre corps, une nourriture qui nous connecte à nous-mêmes, qui nous connecte à nos sens et qui nous permet d'interagir avec plus de profondeur plutôt qu'avec plus de superficialité, comme c'est parfois le cas par exemple lorsqu'on est alcoolisé, qui nous désinhibe mais qui en même temps alors parfois l'alcool amène à des grandes profondeurs et beaucoup de grands projets ont commencé autour d'un verre de whisky ou autre, mais c'est pas la même manière de connecter ces espaces. C'est ça qui nous intéresse et qu'on a envie d'accompagner en fait comme changement finalement. J'ai envie d'être fort et de dire civilisationnel, de vraiment changer notre manière de se connecter à soi, de connecter aux autres. Donc voilà, ça c'est pourquoi on est ensemble, c'est un peu le cœur de notre projet. Mais au-delà de ce projet, on a deux sphères individuelles très riches qu'on vient aussi mêler et qui font, qu'on va parler un peu plus que de ce projet. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on ne parle pas que du cacao, mais qu'on puisse discuter avec le cacao. Ramener aussi cette conscience que les plantes ne sont pas juste des choses que l'on utilise, mais des êtres avec lesquels on communique et on interagit. Et pour ce faire, j'aimerais vous partager une petite fève de cacao. C'est une fève qui vient du Guatemala, que j'ai ramenée de mon dernier voyage, directement de la plantation. Je vais regarder pour moi, on va pouvoir le faire tourner. Salut à toi. Salut. Est-ce que tu veux recevoir une petite fève? Ouais. Alors l'invitation c'est de la garder mais de ne pas la manger. Ah bon? Ouais. On va la manger un peu plus tard. Pour l'instant elle va nous écouter. Est-ce que tu en veux une aussi? Je vais pas rester avec vous. Ça roule. Aucun souci. 17h. Ouais. Je vais jouer avec Félix en fait. Ouais. Là, l'intention, ça va être de pouvoir se connecter à une graine. Puisque lorsqu'on parle du cacaoyer, la plupart des gens pensent à une graine. Et une graine, c'est quelque chose de très intéressant avec lequel méditer. Parce qu'une graine, c'est quelque chose de tout petit et on parle de puissance. C'est-à-dire un pouvoir non manifesté. Et toute l'expérience, toute la mémoire, tout ce que la cacao a ressenti est légué dans une petite graine. Donc quand on mange, c'est pareil, tous les aliments que l'on a, hein, la graine c'est comme un bébé en puissance, c'est comme toute la génétique qui est contenue dans cette petite chose. Et quand on interagit avec une fève de cacao, avec une graine, n'importe quelle autre espèce, on se connecte avec tout le leg de la plante. C'est la génération future d'une certaine manière, mais qui porte inscrit dans son ADN les mémoires de ces longues lignées qui les précèdent. Et on a ici une fève donc, de ce cacao du Guatemala qui nous touche particulièrement, puisqu'on ne va pas parler aujourd'hui du cacao uniquement, mais des cacaos. Il y a énormément de cacao différents, ça serait comme parler que de l'humanité, sans parler des différentes nations, différentes civilisations. Ça aurait finalement, ça serait un discours très très vague. C'est pareil avec le cacao, c'est énormément de cacaos différents. Ils ne sont pas la même couleur, pas la même médecine, pas la même intelligence, pas la même mémoire. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous, on amène beaucoup dans nos espaces. Et ce cacao en particulier est un cacao qui a beaucoup accompagné les peuples mésoaméricains dans des espaces sacrés, dans des espaces de conscience. Il a été sélectionné pour ça durant des milliers d'années. Donc c'est avec cette mémoire aujourd'hui qu'on va pouvoir discuter.
Si toutefois vous avez aussi envie de discuter avec votre intestin avec les cacao, on a ramené des Energy Balls ou Blaze Balls, boules de béatitude, qui sont des merveilleuses boules cacaotées. Celles-ci, on les appelle les Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Yes. On s'est dit que ça serait une bonne recette le dimanche après-midi. Elles contiennent du cacao, différents super aliments, des noix du Brésil, noix de macadamia, amandes grillées, noisettes, de la mangue, du piment et de la noix de coco. Et si vous en voulez, vous pouvez en consommer. Elles sont à 4 €. Et voilà, elles sont disponibles si vous voulez en goûter. À n'importe quel moment, vous pouvez surgir et vous emparer d'une de ces boules. Ou laisser une de ces boules s'emparer de vous, selon la danse du présent. Alors moi c'est marrant, sur ma fève j'ai vraiment genre une tête comme d'un ancêtre, tu vois, avec une barbichette, tu vois des yeux comme ça et puis tu sais, je sais pas, je vois ça quoi. Ça fait vraiment, c'est ça l'origine quoi. Magnifique. Origine. L'origine. Tu vois? On va garder ça aussi. Ouais ça va, il n'y a pas que moi qui le vois donc ça va. C'est pas le LSD. J'ai pas pris de LSD là. En fait là j'ai vraiment fait que du cacao. Sans drogue, sans alcool, etc. Durant ce festival? Ouais, Ah, magnifique. Trop chouette. c'est la première fois que je fais ça. Oh, oh. J'avais déjà pris en fait le cacao à Okami en fait. Et du coup depuis Okami en fait j'ai arrêté la drogue et l'alcool. Et je suis venue ici pour vivre un festival seul et en pleine conscience. Et du coup j'ai rencontré cacao et puis c'est révélation. Magnifique. Merci pour ce partage. Mm. Ouais, merci parce que c'est vraiment en plus ce pourquoi on intervient en festival. C'est vraiment pour offrir ces espaces de changement et offrir une manière de pouvoir toujours continuer à s'amuser dans des espaces où des fois on a envie de pouvoir faire la fête la nuit et de ne pas dormir mais en même temps de pouvoir profiter pleinement et on a beaucoup de gratitude à pouvoir entendre ce genre de mots parce que même au travers des différents festivals dans lesquels on intervient, on a vraiment ces retours-là de personnes qui peux la déjà garder avec toi. J'ai mangé. réalisent en fait la capacité de pouvoir avoir une énergie qui tienne pendant toute une nuit, juste avec du cacao, et d'avoir ce cœur ouvert et en même temps cette capacité à pouvoir rester conscient et bien et aligné avec soi-même, quoi. Donc, Après le truc c'est que je pense qu'avec moi ça a vraiment fonctionné aussi parce que je mange pas de chocolat de base. J'aime pas ça depuis 15 ans, j'en mange plus. Du coup je pense que là j'ai fait un avec la molécule parce que mon corps n'était pas habitué non plus. Je pense. Tu vois, c'est une réflexion que je me fais. Comment ça se fait qu'il y a eu toutes ces portes qui se sont ouvertes si facilement, fluides, etc. D'avoir pris conscience de mon pouvoir spirituel et la façon dont j'ai pu ouvrir mon cœur et faire plein de choses que waouh, je me sentais pas du tout capable de faire. C'était incroyable, vraiment. C'est que le début. Tu avais un partage ou une question aussi un peu plus tôt? Moi, c'était sur géographie plutôt, Ouais. sur le Panama. Parce que Panama, on pense, enfin moi je pense paradis fiscal, gratte-ciel, énorme ville, hyper industrielle, Panama etc. City, oui. Et oui, et c'est vraiment, j'ai pas l'idée du Panama en tant que tropical, pas comme le Guatemala et d'autres pays dont vous avez parlé. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu intriguée. Pourquoi, est-ce qu'il y a vraiment, c'est autre chose que ce qu'on peut nous penser de prime abord, tu vois. c'est plus parce que ça a été le début de notre voyage. Mais oui, c'est beaucoup plus que ça. Écoute, peut-être pour répondre à ta question géographique, on va remonter un petit peu plus dans le temps pour parler un peu de géographie justement. Parce qu'on a eu le mot origine d'ailleurs, très intéressant. Donc je vais proposer de parler un petit peu des origines du cacao. Pour que justement on comprenne d'où ça vient. Et
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui est très importante culturellement pour beaucoup de peuples, qui ont aussi beaucoup de cosmovision et de cosmogonie, donc de représentation de l'univers et de représentation de la naissance ou de la création de l'univers différentes. Et très souvent, le cacao est présent dans les mythes de création de l'univers. Beaucoup de mythes placent littéralement le cacao comme un acteur fondamental. Certains, comme les peuples indigènes Bribri au Costa Rica, qui considèrent que le monde a été inauguré par le partage d'une boisson chocolatée. Donc c'est la boisson chocolatée qui crée le monde et qui inaugure le soleil. Ou beaucoup de peuples mésoaméricains qui vont avoir des déclinaisons mais qui vont s'accorder sur le fait que cette humanité actuelle, peut-être il y en a eu d'autres précédemment, est créée à partir du cacao qui constitue notre sang. Dans l'alliage très complexe que les dieux font pour créer l'être humain, c'est le cacao qui permet de créer un être intelligent et prêt à recevoir une éducation civilisationnelle, une conscience de l'ordre naturel. Donc c'est à la fois une plante qui constitue le sang, elle correspond au sang humain, mais c'est aussi une plante qui amène cette idée du souvenir du potentiel divin en chaque être humain. Elle est souvent considérée comme un don des dieux fait aux hommes pour rappeler du potentiel divin ou de l'origine divine. C'est pas la seule plante à ce titre-là. Il y a d'autres plantes comme le tabac, comme la coca, d'autres plantes qui sont tous aujourd'hui très connues, aujourd'hui très détournées. Oui, c'est juste. J'avais un mot encore plus fort qui ne me vient pas là. Mais oui, en tout cas détournées, c'est ça, de leur fonction première. Ouais, c'est ça. Ce qui est très interrogeant sur pourquoi est-ce que toutes les plantes les plus sacrées sont aujourd'hui les plus destructrices dans notre civilisation. Parce que c'est le cannabis et plein d'autres. Du coup, le cacao a beaucoup de place dans les origines culturelles et mythologiques. Dans son origine biologique, on connaît l'origine d'une plante à travers la plus grande diversité génétique où on la rencontre. Parce que souvent, quand les hommes vont sélectionner des plantes et les faire voyager, ils vont sélectionner certaines variétés qui vont reproduire. Là, on a la plus grande diversité de cacao, ça va être dans le bassin de l'Orinoque, entre Pérou, Équateur et Colombie, donc dans l'Amazonie. Donc l'Amazonie, c'est le berceau du cacao, c'est là où il y a la plus grande diversité génétique. Cependant, beaucoup parlent d'origine botanique comme étant l'Amazonie, mais d'origine culturelle comme étant l'Amérique centrale. Donc, Amérique latine, c'est un peu tout ça. Amérique du Sud, on va du Chili à la Colombie, et Amérique centrale, du Panama au Mexique. Et souvent, on parle d'origine culturelle comme Guatemala, Mexique, comme étant vraiment un berceau très fort. Bien qu'en réalité, dès le Panama, Costa Rica, Honduras, Salvador, Belize, toutes ces terres ont énormément d'histoires millénaires avec le cacao. C'est quelque chose qu'on connaît à travers l'archéologie, à travers plein de choses très, très concrètes. Et c'est une plante qui aurait été amenée depuis le bassin amazonien dans ces terres à des fins cérémonielles, à des fins rituelles, pour ses grands pouvoirs mystiques, pour ses grands pouvoirs spirituels. Et c'est une plante qui va se retrouver, on parle d'origine, dans énormément de cérémonies de naissance, comme des baptêmes. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui naissent, les naissances s'accompagnent de cérémonies avec le cacao, qui peuvent être des offrandes à la terre, qui peuvent être des boissons, qui peuvent être des bains de cacao. Donc énormément de personnes qui font soit qui lavent le corps de nouveau-né avec le cacao, ou qui le trempent littéralement dans un bain de chocolat pour des purifications, protection de la vie et des fonctions ésotériques assez complexes. Et c'est aussi une plante qu'on va retrouver dans le monde des morts, qu'on va retrouver énormément dans les cérémonies funéraires, dans les cérémonies associées à la mort au sens large, pour célébrer la mort, beaucoup de relations avec la mort, mais surtout pour célébrer la renaissance, le mourir et le renaître. Donc la vie après la mort, la vie spirituelle, ou même dans des espaces thérapeutiques, le mourir à soi-même pour faire renaître de nouveaux espaces. J'ajouterais même qu'au Mexique, par exemple, le cacao est utilisé pour aider au déclenchement parfois des accouchements. Parce que pendant les accouchements, donc, les femmes créent de l'ocytocine pour pouvoir, parce que la péridurale n'existait pas, et du coup l'ocytocine permet de donner au corps la capacité de pouvoir accoucher et soutenir la douleur, et créer ce lien aussi qui est si fort avec l'enfant. Et du coup, comme le cacao permet d'aider à la sécrétion de l'ocytocine,
dans les moments où les femmes avaient besoin de pouvoir déclencher ou d'accompagner l'accouchement, le cacao était donné aussi pour aider les femmes à pouvoir se décontracter et accueillir les enfants d'une manière plus facile. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Énormément de femmes, quand on leur demande les moments les plus difficiles, la première chose que les maris apportent, c'est le chocolat. Toujours. Et souvent, après l'accouchement, c'est aussi ce qu'on apporte pour renforcer le corps. Et c'est même une pratique qui est en train d'être réintroduite dans les hôpitaux en Amérique et qui est en fait une excellente plante médicinale, simple et voilà, il y a vraiment une magie, un mystère autour de la gestation avec le cacao qui est vraiment connu depuis très longtemps, qui est tout à fait confirmé par la science moderne, bien qu'encore très sous-utilisé. Aussi par le fait qu'on connaît peu le cacao, comme cette médecine de cette plante, mais beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui le chocolat, qui est très différent de ce qui s'appelait autrefois chocolat, et qui est souvent un produit très transformé, de génétique très différente de ce qui s'utilisait, et avec beaucoup de sucre. En fait, ce qu'on connaît nous est très différent du cacao qu'on redécouvre. Pourquoi d'ailleurs c'est très intéressant? Parce que beaucoup d'entre nous, de ce que moi j'observe, énormément de personnes disent j'ai rencontré le cacao, j'ai découvert le cacao il y a 6 mois, il y a 1 an. Tout le monde connaît le chocolat dès son plus jeune âge. Et on a même parfois du mal à associer les plantes à la même chose, tant l'énergie est différente. Ça c'est quelque chose de très intéressant. Il y a comme d'où ce nouvel essor, ce renouveau qu'on voit aujourd'hui. Déjà, on sait même pas en fait que le chocolat c'est une plante de base. Quand on est petit, on mange ça, Kinder, tout ça, on va les piocher dans le supermarché quoi. On se dit pas c'est une plante, etc. Ouais. Et on nous l'apprend pas non plus à l'école. On nous apprend pas ça. Essentiel quoi. Et aussi à contrario, parce qu'on parle de l'aide à l'accouchement, mais il y a aussi l'aspect avortif en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on déconseille fortement les femmes qui souhaiteraient avoir un enfant, surtout dans les 3 premiers mois, d'éviter de consommer du cacao, en tout cas un cacao cérémonial dans des doses cérémoniales, parce que justement ça peut induire des avortements. Ouais. Tu sais pour quelle raison? Parce que ça... Libérateur quoi. Ouais, c'est libérateur, ça vient nettoyer et ça permet pas d'accrocher en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Selon les corps et selon les posologies. Oui, bien sûr. Énormément de gens boivent beaucoup de cacao, ils tombent enceintes, ont des super bébés. Il y a certaines personnes qui, quand on parle de 40 grammes de cacao par jour, qui s'est jamais fait dans l'histoire, et que parfois on retrouve aujourd'hui, ça peut être dangereux. Mais en fait... 40 grammes par jour. Oui, Non. moi je mange ça par jour. C'est énorme. Mais voilà, mais du coup, voilà, dans ces circonstances-là, ça peut être difficile. Mais au contraire, il y a des études qui montrent l'inverse aussi. Donc c'est assez complexe. Et c'est vraiment à prendre au cas par cas sur les organismes. Disons qu'on en parle par précaution, Voilà. et parce que ça peut arriver. Ouais. Dans ce cas-là, en fait, on le pose de cette manière. Parce que même s'il y a toujours, chacun est différent, il y a quand même une réalité qui fait que ça peut arriver. Donc il y a une précaution à prendre. On n'a pas l'analyse approfondie, on sait pas quoi. C'est surtout que ça arrive en fait. Donc, Non, je veux dire pour nous, ouais. donc on n'a pas. Si c'est du cas par cas, ça peut nous arriver quoi. J'ai pas compris, moi, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive là? Tu parlais que ça fait des effets secondaires. Ça peut, en fait, pour les femmes qui cherchent à être enceintes, Ouais. ça peut créer un espace avortif. Ah, complètement le contraire. Et que du coup, en fait, autant ça va permettre de dilater et de pouvoir aider à ce que le bébé arrive au moment où on arrive autour des 8 mois et demi, 9 mois, autant avant, voilà, ça peut être embêtant parce que ça peut empêcher le bébé de s'accrocher, de pouvoir Mais dans cette petite graine-là, on risque rien quand même. Absolument. Non. Parce que quand Tu dis risques que pas prends d'avorter, 40 non. grammes par jour, mais pour moi, le cacao, c'est quelque chose de bénéfique. C'est comme si tu buvais de la verveine toute la journée. Alors, la verveine, Non, si mais on en, je veux dire, si on en buvait en grande quantité. En fait, les molécules sont des drogues, c'est-à-dire qu'elles agissent sur notre corps. Et le mot drogue en grec, pharmakon, ça veut dire poison et remède.
le cacao est un remède, il peut être aussi un poison selon la quantité, selon la circonstance où on l'utilise. Nous, on essaie d'amener au maximum la connaissance, l'usage, mais on a aussi au-delà de notre cerveau une connaissance intuitive très forte qui nous permet naturellement d'avoir les bons dosages. Le cacao peut potentiellement apporter aussi des choses néfastes sur le corps s'il est bu en trop grande quantité, avec des synergies d'autres plantes ou d'autres substances. Par exemple, les femmes enceintes, ça peut être un cas. Certaines plantes, notamment certaines drogues. Quelqu'un qui a consommé de la cocaïne et qui boit beaucoup de cacao peut avoir des risques de palpitations, voire de crise cardiaque. Parce que les deux activent très fort le corps. Donc voilà, il y a juste des choses à savoir, comme avec la verveine. La verveine est une merveilleuse plante médicinale. Si on en prend trop, concentré de verveine, ça peut être trop sur le corps. Là, c'est vraiment comme toute plante, c'est juste une posologie. Mais le cacao étant quand même une plante maîtresse forte, c'est pas une plante qui a des molécules extrêmement puissantes à un endroit, c'est plutôt une plante qui a énormément de molécules et qui va venir réharmoniser le corps de manière globale. Mais c'est toujours bien d'avoir certaines petites précautions sur l'usage. On va parler de tous ces aspects un peu plus tard, sur les aspects nutritionnels, etc. On va y revenir. Tu voulais partager quelque chose aussi? Je me suis fondu dans ce que tu disais, du coup j'ai zappé ce que je voulais dire. Aucun souci. Mais c'est pas grave, je reviendrai plus tard, je Ouais. penserai. Donc ouais, je reviens sur l'origine du cacao. Donc aujourd'hui, le cacao est toujours une plante très importante en Amérique centrale dans les populations indigènes. Même si ce qu'on appelle le chocolat, en fait, tel qu'il a été redécouvert, réinventé en Occident, a aussi beaucoup touché ces terres-là. Aujourd'hui, la Mésoamérique produit environ 5-7% du cacao mondial. Si on inclut l'Amérique du Sud, on va peut-être monter à 10-15%. C'est très peu. Et ce genre de variété-là, pas juste celle-ci, mais tout le groupe qu'on appelle Criollo Cacao Ancestral, on était à 8% il y a quelques années. Certaines personnes disent qu'aujourd'hui on est plutôt à 6% du cacao mondial. C'est des fèves rares. Mais, du coup, c'est où les autres Il y a deux pays qui produisent 70% de la population mondiale de cacao, qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, ouais. Voilà. Tous les chocolats que vous avez dans vos biscuits viennent de là-bas. En sachant- C'est un modèle esclavagiste pour la plante comme pour l'homme, qui est extrêmement destructeur et qui s'est créé sur ça. C'est d'autres variétés qui viennent d'Amazonie, qui sont très productives et très pauvres en nutriments, qui s'accompagnent de déforestation, de produits chimiques, de travail infantile et d'un paiement absolument horrible, enfin très bas en fait aux producteurs, et d'un système en fait de dépendance complète aux fermes multinationales où les récoltes sont déjà achetées parfois jusqu'à 2 ou 3 ans en avance. Donc ils n'ont aucune marge de possibilité. Leur seule capacité, s'ils veulent avoir plus d'argent, c'est de raser plus de forêts pour avoir un petit peu plus de production, ce qui fait qu'ils rasent juste leur médecine, leur matériel de construction et leur alimentation sans s'en rendre compte. Donc c'est des situations très problématiques qui bougent, hein, qui sont en train d'évoluer, mais la réalité du cacao, notamment ce dernier siècle, est assez terrible. Quand on sait le pilier des écosystèmes qu'est cette plante traditionnellement, c'est littéralement le pilier communautaire pour régénérer les forêts et le symbole d'une forêt saine. Aujourd'hui, on est loin de ça. Et le deuxième producteur va être l'Asie. Même si on l'ignore souvent, le cacao a été amené en Asie avant d'être amené en Afrique. Et aujourd'hui, 20% de 10-15% de la production de cacao à l'échelle mondiale est en Asie. Même si c'est pas le cacao qui touche le plus nos marchés européens, il y en a quand même beaucoup qui viennent d'Asie. Originaire c'était- Amazonie et origine culturelle très forte et civilisationnelle Amérique centrale. Donc Mexique, Guatemala, Belize, etc. Et après, ça a été amené en Afrique et en Asie, c'est ça? Voilà, Il n'y par, avait les pas de parties. base. En tout cas, en Afrique, pas du tout. Non. Ok. Donc c'est assez fou de se dire aujourd'hui que 70-80% de la production mondiale vient d'un pays où à la base le cacao n'existe pas. Si on veut rire un petit peu, il y a un petit échange culturel. Quand on sait que le café vient d'Afrique et qu'aujourd'hui tout notre café, on a beaucoup d'Espagnols ont coupé tous les anciens bosquets de cacao pour le remplacer par les plantations de café. Là où maintenant tout le cacao se trouve en Afrique. Donc il y a eu ces deux plantes assez fondamentales dans la société, le café et le cacao, sont un peu fait un petit switch continental avec la main de l'homme. C'est intéressant quand on y pense. Est-ce que les plantes ont dialogué? Est-ce qu'il y avait un pacte prévu depuis longtemps? On ne sait pas trop, mais il y a un truc intéressant quand on voit cet échange géographique.
Donc voilà. Et, Vas-y. et du coup, aussi, c'est ça qu'on essaie d'amener aussi. Hein. C'est un peu cette conscience de qu'est-ce qu'on achète en fait. Quand on va acheter une tablette de chocolat, qu'est-ce qu'on consomme, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on nourrit et qu'est-ce qu'on soutient au travers de ce qu'on achète. Parce que aujourd'hui, pour moi, l'impact qu'on peut avoir en tant que personne, en tant qu'individu, c'est mon pouvoir d'achat. Et suivant ce que j'achète, je peux influer sur les choses de mon environnement. Et en sachant que quand on sait que 70-80% vient d'Afrique par exemple, dans des conditions déplorables, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux arriver à remettre de la conscience sur ce que j'achète et du coup aussi sur la valeur en fait que ça a. Parce que par exemple, nous, on a fait le choix de travailler avec certaines origines, avec certaines personnes qui ont une vision éthique en fait de la production, de la façon dont on prend soin des terres, mais aussi des peuples indigènes qui les produisent et de qu'est-ce que ça soutient en fait dans le fond de tout ça et comment est-ce que nous après on le repartage et parfois ça nous arrive d'avoir des personnes qui trouvent cher ce cacao mais finalement il n'est pas si cher par rapport à la valeur et la manière dont les choses sont bien faites en fait. Et du coup c'est important c'est quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur de pouvoir aussi redonner la valeur à ce cacao. On a parlé effectivement au début dans notre programme qui a jailli de vous, il y a eu commerce et il y a aussi eu argent. Et c'est pas anodin puisque le cacao a été utilisé comme monnaie d'échange pendant des siècles et des siècles. Au marché, un cacao, on avait une tomate. 3 cacao, on pouvait avoir un œuf. 10 cacao, on avait une poule. Pour payer un esclave à la journée, un travailleur en tout cas, c'était 100 fèves de cacao. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que quand on regarde la valeur marchande d'équité, le travail à la journée sous les temps préhispaniques était beaucoup plus abondant qu'un travailleur aujourd'hui dans une plantation de cacao. Et avec 100 fèves de cacao, on peut faire quand même pas mal de choses. Du coup voilà, le cacao était une monnaie d'échange. C'était dans quelles zones géographiques Amérique centrale, toujours Mexique, Guatemala particulièrement. Après il y avait des trocs qui se faisaient au nord de l'Amérique du Sud, jusqu'en Colombie. Il y avait des circulations. Le cacao était échangé contre de l'or. Les gens apportaient de l'or et prenaient du cacao. Du jade, de toutes les pierres sacrées, l'obsidienne, qui avait aussi des grandes valeurs. Après, il y avait des plumes, il y avait différents objets qui étaient utilisés en troc. Mais le cacao a été la principale monnaie d'échange. Elle est appelée la nourriture des dieux ou aussi la nourriture des rois, parce que c'était aussi la taxe fédérale de l'État. On payait nos taxes en cacao. C'est-à-dire que chaque personne, notamment sous les Mexicas, qu'on appelle Aztèques aujourd'hui, qui ont donné le nom au Mexique, tout ce grand empire qui vivait là demandait des dots, des paiements, des tribus qui se payaient en cacao. Donc beaucoup de cacao en fait, donc c'est très intéressant comme système si on y pense parce que c'était une monnaie où chacun avait un capital défini par la nature, les arbres et le climat, et c'était une monnaie qui ne pouvait pas se conserver très longtemps. On ne pouvait pas amasser pour 100 ans. Au bout de 2-3 ans, ta femme de cacao elle n'a plus aucune valeur. Donc déjà il y avait un rapport monétaire très différent de mercantilisme, donc de l'or et de l'argent dans lequel on est aujourd'hui. Et en même temps, c'était aussi une plante qui convergeait vers la haute société, donc qui était énormément utilisée par les guerriers, grande plante pour le combat, par les sacerdotes, les prêtres, tout ce qui était en lien avec la divination, mais aussi la compréhension astronomique et tout le monde du sacré, de la médecine, et les rois, les reines, la haute société, qui recevaient littéralement le sang des dieux, le legs des dieux aux humains. Pour le peuple, elle était consommée dans les moments très spéciaux, donc les naissances, les baptêmes, les mariages. Beaucoup de mariages étaient scellés par le fait d'échanger quelques fèves de cacao ou le fait d'offrir une boisson chocolatée ainsi que des fèves au père de la future mariée. Si le père acceptait, voulait dire le mariage va avoir lieu. Donc les échanges du cacao, le fait de donner, de partager le cacao avait énormément d'importance symbolique. Et encore aujourd'hui, on le retrouve dans beaucoup de célébrations, comme la Semaine Sainte, donc Pâques,
où il est assez omniprésent dans les échanges de fêtes de boire, ou le Dia de los Muertos, Halloween, où toutes les maisons préparent du chocolat qui est destiné aux ancêtres, qui est encore une fois cette connexion aux morts, le fait de les honorer mais aussi de connecter à eux. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont très présentes. Et si on y pense, ça a aussi gagné beaucoup de fêtes majeures dans notre civilisation. Pâques, et les œufs de Pâques qui sont du chocolat, Noël, et la tradition d'offrir du chocolat, la Saint-Valentin, sachant que le cacao est un aphrodisiaque et est présent dans les mariages, mais aussi les harems depuis très longtemps. Donc voilà, la boîte de chocolat en cœur à Saint-Valentin a une histoire bien plus longue que Jeff de Bruges, qui a inventé cette boîte. Mais encore, dans Noël j'en ai déjà parlé, Halloween, offrir des chocolats et des bonbons et autres sucreries, mais offrir des chocolats le jour des morts, c'est très intéressant. Le salon du chocolat international à Paris a lieu pendant Halloween. C'est plein de choses qui paraissent anodines, mais qui sont en fait la continuité de traditions très profondes, où la plante est encore marquée dans ces fêtes culturelles. Donc c'est intéressant de voir que même si on parle beaucoup de détournement de la plante, à sa manière elle agit. Dans ces pyramides dorées de Ferrero à Noël, elle est là, à sa manière, mais elle est là. Du coup, c'est toujours intéressant de, mine de rien, au-delà de penser que le sacré n'est que dans la cérémonie et le cercle, mine de rien, la plante est là. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que, voilà, quand on regarde, même dans l'inconscience et dans l'oubli, il y a des choses qui perdurent qui sont bien plus profondes que ce qu'on pourrait imaginer. Je verrai plus jamais une pyramide de Ferrero de la même manière, c'est vrai, hein, franchement. Après, c'est elle est encore omniprésente à travers les traditions, mais par contre plus du tout en lui-même par le produit, par la qualité de produit, quoi. Du coup, c'est ça qui est totalement un petit peu dénaturé, quoi. Tout à fait. C'est là où il y a donc, si on continue un petit peu dans l'histoire, cette recherche d'un meilleur cacao. Parce que quand le cacao a été amené en Europe, il a été amené en tant que plante médicinale. On a amené le cacao, au début quand on a découvert c'était pas une plante formidable, et puis en fait elle a été d'abord formidable pour les soldats espagnols, qui ont d'ailleurs pillé les réserves des Mexicas, parce qu'ils se sont aperçus que eux, qui savaient pas vraiment trop comment se tourner dans des jungles épaisses avec beaucoup de poisons quand même, d'animaux et de plantes poison, toxiques, et ben ils se sont aperçus qu'en mangeant quelques fèves de cacao, les soldats pouvaient marcher tout au long de la journée sans ressentir la fatigue ni la faim, et qu'en plus c'était très bien. Eux, ils ont payé les réserves de cacao du roi, évidemment. Et il faut imaginer qu'à cette époque, ils ne connaissaient pas le thé, pas le café. C'était un des premiers stimulants, doux, mais quand même un stimulant qui a été découvert. Quand elle a été ramenée en Europe, ça a été ramené comme une grande plante médicinale. C'était dans la cour, très vite d'ailleurs, dans les petits jeux amoureux des rois et des reines et de la haute société qu'il a été développé. Et aussi dans beaucoup de contrats politiques. Énormément de contrats, même en Europe, très importants, qui ont été négociés autour d'une tasse de chocolat, ce qui était déjà le cas dans les négociations en Amérique centrale. Donc c'est aussi intéressant de voir que le cacao a rejoint ces espaces-là. Et en fait, quand on étudie aujourd'hui, on pourra peut-être en parler, mais la science démontre à quel point c'est pertinent, en fait, à travers toutes les merveilleuses molécules qu'il y a là-dedans, et ce que ça vient générer au niveau comportemental, émotionnel, relationnel, psychique. Très intéressant de voir que cette ethnoscience, ce savoir ethnique indigène est très concret et très logique. Et par contre, il y a une chose qu'on n'a pas amené à l'époque, c'est l'aspect spirituel. C'est-à-dire qu'on a amené plein d'aspects du cacao, les meilleurs cacao qu'il y avait là-bas, etc. Mais là-bas, le cacao était toujours prié, chanté. C'était le moyen de se connecter à ce qu'ils appellent les balam, qui sont les 4 grandes directions. Le moyen de se connecter à l'inframonde, aux esprits, aux ancêtres. Donc il y avait vraiment ce portail de reliance aux entités surnaturelles qui étaient la cause des maladies et avec lesquelles on avait besoin de dialoguer pour guérir. Donc il y avait vraiment cacao comme intermédiaire, cacao comme messager, comme mise en relation avec les dieux, les déesses, les forces surnaturelles. En Occident, on l'a adapté à notre système, donc, qui à l'époque était le système de humide, sec, chaud-froid. Donc voilà, qui était notre système médical de l'époque. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on retrouve de plus en plus la place spirituelle, cet aspect de reliance du cacao, donc, qui est assez intéressant. En tout cas, voilà, on a des siècles d'histoire de cacao comme médecine en Europe. Toute la gastronomie, toutes les recettes qui se sont développées ont été développées par des médecins, avec des posologies spécifiques pour des cas spécifiques, etc. Aussi beaucoup de contradictions dans la littérature, avec certains qui disaient que c'était la plante du diable, et d'autres qui disaient que c'était une plante merveilleuse. Beaucoup de controverses dans l'époque, à peu près comme toutes les
plantes, ou choses qui ne sont pas des anges et qui venaient du Nouveau Monde. Elles ont toutes été controversées, y compris les tomates et les patates, hein. Et le tabac, enfin bref, le sucre. Donc voilà. Et puis ça nous a emmené petit à petit à cet espace dont on a déjà parlé, donc de l'esclavagisme, la culture massive, parce que dès le début, hein, ça a été des esclaves. D'abord, esclavagiser les Indiens, les populations amérindiennes, qui en fait devaient produire du cacao, mais sont tous à peu près morts de maladie. Du coup, on a amené d'autres esclaves, à savoir les Africains. Et donc, toutes les meilleures plantations, notamment au Venezuela, il y avait énormément de très bonnes plantations, c'était des esclaves africains. Jusqu'à ce que le cacao gagne d'autres régions du monde, et aujourd'hui l'Afrique, qui a encore un système néo-esclavagiste assez marqué, même si le monde des coopératives et le greenwashing est très 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 actif dans les grandes entreprises, et qu'ils essaient de faire de leur mieux, ça reste quand même relativement terrible. Tu peux nous donner un petit exemple ou deux? Par exemple, de conditions, j'imagine, de travail Oui, alors le travail infantile, les enfants commencent très tôt avec leurs parents et donc ne vont pas à l'école. Travaillent en portant des charges beaucoup trop dures par rapport à leur corps. Par exemple, un enfant de 7 ans, 8 ans, 13 ans, 15 ans qui porte des sacs de 50 kg, parce que les sacs sont normés par l'industrie. Déforestation, parfois par le feu, et du coup aridification des terres. Manque d'autonomie alimentaire, manque de médecine et de bois, parce qu'en fait les forêts cacaoyères traditionnellement produisent matériaux de construction, médecine, abondance de fruits, de racines, de feuilles pour se nourrir, et bien plus encore en termes de services écosystémiques. Aujourd'hui, on est dans un système de monoculture, ce qui ne fait absolument pas sens dans le cacao. Produits chimiques, herbicides utilisés avec des masses qui sont toxiques, cancérigènes, voire mortels pour soit les enfants ou les petits comme les grands. Malnutrition qui s'y accompagne, ce qui est une aberration quand on sait que c'est très souvent le top 1 des classements de la meilleure aliment au monde et toujours dans le top 10, le cacao. C'est une bombe nutritionnelle et les gens qui le cultivent connaissent la malnutrition. Beaucoup n'ont jamais mangé de chocolat et ne mangent pas ce qu'ils produisent. Et puis finalement en plus, très mauvais processus de fermentation, de séchage, donc fèves qui sont déjà pas très intéressantes en termes génétiques et écosystémiques, et qui en plus dans leur processus, vu qu'ils sont mal payés, ils ne font pas un bon travail, parce que même s'ils faisaient un bon travail, ils seraient quand même payés au plus bas possible par des entreprises qui visent le profit. Donc voilà un petit peu la réalité. Il y a souvent ces images où on montre une tablette de chocolat et on te montre un demi-carré et on te dit ça c'est la part des producteurs. C'est la réalité en Afrique. Tout va dans les intermédiaires et les transformateurs. La plus grosse part étant aux intermédiaires. Voilà. Donc ça c'est la réalité traditionnelle qui bouge. Il y a de plus en plus, il y a Fair Afrique, il y a plein de labels, même Fair Trade, il y a plein de labels qui bougent, qui font évoluer ça. On va vers le mieux, on n'est pas encore dans le bien, mais ça bouge. Mais voilà la réalité traditionnelle, traditionnelle africaine, du siècle dernier notamment. Tout ça bouge, il y a de plus en plus une conscience qui est passée d'abord par le goût, mais qui est quand même aussi liée aux conditions environnementales. On a commencé à parler de plus en plus de cacao d'origine dans les années 1950-1970, avec des cacaos d'origine particulière. On parlait d'un cacao, des mix de cacao africains spécifiques, le cacao de Madagascar, un cacao du Pérou. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, c'est pas si ancien dans l'histoire du chocolat. Et puis on a commencé à travailler sur des origines de plus en plus spécifiques, sur des variétés. On a beaucoup parlé du Forastero Trinitario Criollo, qui ne veut pas dire grand chose, donc je ne vais pas développer beaucoup ça, parce qu'en fait c'est très controversé à l'heure actuelle. Bon, je peux le dire quand même pour le plaisir que Forastero ça veut dire cacao étranger, Criollo ça veut dire créole, ça veut dire cacao qui vient de cette terre, et Trinitario ça veut dire cacao qui vient de l'île Trinidad et Tobago, qui est une sorte d'hybride entre les deux. Sauf que quand on voit la réalité de la diversité génétique, dire le local, l'étranger et le mix des deux, c'est très ethnocentré sur les Espagnols qui sont arrivés. Le premier cacao qu'ils ont vu, ils l'ont appelé le local, le criollo. À l'époque, il y avait des systèmes de classification très complexes où on savait que tel cacao était pour le paiement, tel cacao était pour l'alimentation, celui-ci était pour les médecines, celui-ci était réservé aux offrandes dans des caves spécifiques. Il y avait plein de noms différents, de types de cacao différents qui étaient connus. Si tu avais une maladie, on t'apportait un cacao spécifique. Ça doit être fou, les critères de sélection, c'est-à-dire que ça doit être hyper affiné pour savoir quel correspond. Que nous on retrouve aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qui revient dans la chocolaterie fine et encore plus dans le cacao cérémoniel et le cacao à des fins spirituelles et médicinales. On retrouve beaucoup ça. On a même, pour en toucher deux mots,
dans le dernier festival où on a pu faire une dégustation de cacao pour partager nos différentes origines. Et on a pu voir avec ce groupe à quel point en fait, même si le cacao est connu pour ouvrir le cœur, on pouvait voir qu'au niveau de nos centres énergétiques, on pouvait sentir vraiment une différence d'impact sur le corps, de qu'est-ce que ça venait en fait travailler au niveau énergétique dans le corps, dans les différents parts du corps. Donc c'est intéressant de voir que voilà, ça fait cette continuité là, de dire c'est pas parce qu'on a une plante qu'elle vient juste travailler sur un centre en particulier, mais comme c'est un adaptogène et que chaque variété a des aspects différents qu'elle peut venir nourrir profondément. Énergétiquement et physiquement, Ouais. puisque chaque cacao est un cocktail moléculaire différent. Une graine, selon les études, contient entre 300 et certaines études disent jusqu'à 1000 molécules dans cette petite graine. Le Humboldt, qui est un des premiers explorateurs qui a écrit sur le cacao, disait je ne comprends pas comment une chose si petite peut être un tel concentré de nutriments, un tel concentré de propriétés. Et il a raison. C'est vraiment une graine qui est assez incroyable. Encore une fois, selon l'histoire du cacaoyer, selon les variétés, certains cacaos mettent 6 ans, 8 ans avant de donner les premiers fruits. C'est le cas des cacaos que nous on utilise. Un cacao qui donne des fruits en 1 an et demi ne va pas donner la même chose. C'est comme si on était capable de créer des bébés, d'accoucher au bout d'1 mois et demi et de faire des grands bébés très forts. C'est super, mais ils seront peut-être pas aussi intelligents que ceux qui ont nécessité 9 mois avant d'accoucher. On a un peu la même chose avec une graine de cacao. Un cacao d'une variété ancienne qui vit dans un endroit complexe, qui est nourri par ses interactions avec des arbres, des lianes, des insectes. Il accumule du savoir, de l'expérience, des émotions, une sagesse véritable. Et c'est ça qui vient léguer dans cette graine qui est notre aliment et notre pizza. Donc voilà, c'est aussi tout ça en fait, quand on parle de terroir, d'origine de cacao, qui est derrière la graine en fait, cette histoire. Le cacao ayant cette propriété d'absorber énergétiquement, d'absorber moléculairement, olfactivement aussi toutes les odeurs. Donc c'est vraiment une plante qui se charge de son environnement. Pourquoi aussi en mangeant un cacao qui vient de réalité de souffrance et d'esclavagisme, on ne fait pas réellement du bien à notre corps. Oui, c'est vrai. On aide en fait, on se connecte à eux et on les aide à nettoyer ça, mais nous, si on a besoin d'aide, c'est pas ce qu'on a besoin. Bon, on va revenir après donc tout ce mouvement du bean to bar qui s'est développé, donc de travailler de la fève à la barre. Parfois même certains parlent du tree to bar, de l'arbre à la tablette. C'est beaucoup développé. On a de plus en plus développé cet intérêt et ces qualités au cacao, jusqu'à en venir au monde de la cérémonie du cacao. Alors, le cacao est utilisé à des fins rituelles, cérémonielles et médicinales depuis des milliers d'années, on en a déjà parlé. Par contre, la cérémonie du cacao n'existe pas dans le monde indigène. Ah ouais. Il est très rare, surtout chez certains peuples que je pourrais énumérer, d'avoir une cérémonie sans avoir le chocolat. Le chocolat est un indispensable puisque la cérémonie consiste à se relier à la nature au sens large, y compris aux forces surnaturelles. Et le cacao est ce médiateur. Par contre, on ne parle pas de cérémonie de cacao. On va parler d'une cérémonie de naissance, on va parler d'une cérémonie agricole, on va parler d'une cérémonie avec des noms spécifiques selon les traditions historiques, les commémorations historiques ou les phénomènes astronomiques. Le cacao sera là, mais on ne parle pas de cérémonie du cacao. C'est quotidien. Ça peut l'être pour certaines en tant qu'aliment, aliment sacré, aliment au quotidien, mais après, on ne naît pas quotidiennement, on n'a pas un mariage quotidien, on n'a pas un grand alignement planétaire quotidien. Ceci des célébrations spécifiques et spéciales, justement. On vient préparer le chocolat, la boisson du cacao. La cérémonie du cacao, c'est une redécouverte du cacao dans un courant moderne qui passe à travers beaucoup de personnes qui ont eu cet appel de connecter au cacao et d'aller y voir un peu plus que simplement une tablette de chocolat pour des moments de gourmandise ou de baisse de morale. Parce que c'est un puissant antidépresseur en soi. Mais d'aller voir un peu au-delà de ça, et du coup beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à faire des cercles et à utiliser le cacao pour des moments, aussi des célébrations, chanter, danser dans une connexion à soi, célébrer la terre, célébrer la communauté, célébrer les ancêtres et les traditions qui nous ont précédés. La première personne à avoir parlé de cérémonie du cacao est un États-Unien qui s'appelle Keith Wilson,
et qui a commencé à travailler avec l'esprit du cacao. C'était une personne qui travaillait beaucoup avec les plantes et qui a eu cette rencontre de l'esprit du cacao avec lequel il dit avoir été entré en dialogue et était investi d'une mission qui était rendre le cacao médicinal au monde. Et pour ce faire, il a passé de nombreuses années à voyager dans beaucoup de communautés qui ne connaissaient plus grand-chose du cacao lui-même en fait. Et il a dit s'être laissé guider par la plante même pour trouver des variétés intéressantes pour vraiment connecter à cet aspect médicinal. C'était toute une journée très intuitive, très personnelle, avec en même temps une démarche relativement scientifique où il avait ses petits badges de cacao et ses tests. Et c'est après avoir essayé énormément de différents cacaos qu'il a rencontré un cacao spécifique où il s'est dit ça. Donc il a fait du Panama au Mexique, toutes ces terres-là où il a passé 3 années à voyager. Et le cacao le plus médicinal qu'il a rencontré était au Guatemala, dans une petite ferme proche du Pacifique, où il a dit ça, c'est le cacao avec lequel je travaille. On s'est aperçu plus tard qu'une des propriétés majeures qu'il a ensuite mis en avant dans la valorisation de ce cacao, c'est sa très faible concentration en caféine et très haute concentration en théobromine. Théobroma voulant dire la nourriture des dieux, théobroma cacao. C'est la molécule propre du cacao.